S'il y a bien une sensation qui est fédératrice dans le trail, une sensation qu'on a tous et toutes connue à un moment donné dans notre pratique, c'est les courbatures. C'est normal, c'est un signal tout à fait commun lié à l'entraînement en trail, surtout à cause du dénivelé négatif, mais on y est tous passés. Pendant quelques jours, marcher est difficile, courir c'est quasiment inenvisageable, à moins qu'on aime vraiment se faire mal, descendre des escaliers c'est un supplice, bref, ça fait mal. Et ce que je trouve marrant avec les courbatures également, c'est qu'elles fluctuent beaucoup. On peut en avoir beaucoup avec du dénivelé négatif, puis plus du tout quelques jours plus tard après récupération alors qu'on refait le même volume de descente, voire plus. On peut avoir les jambes ultra résistantes à la descente en trail et une séance de vitesse à plat sur piste, genre à un fractionné, ça va nous déclencher des courbatures terribles. Bref, c'est un phénomène complexe, assez spécifique à certaines situations et je trouve dommage de jamais l'avoir vraiment abordé. Alors c'est à moitié vrai, parce que l'an dernier, quand j'avais réalisé 2 épisodes spécifiques aux descentes, dont un avec Bastien Bontemps, qui avait publié une super revue de littérature sur le sujet, on en avait un petit peu parlé des courbatures, mais sans rentrer dans les détails, parce que c'était pas exactement le sujet. Et du coup, il y avait plein de questions qui étaient restées en suspens, comme c'est quoi une courbature réellement ? Est-ce que c'est de la fibre cassée, de l'inflammation, de l'œdème, un peu de tout ça ? Qu'est-ce qui déclenche précisément les courbatures ? Comment ça se répare une courbature ? Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour aider le processus de récupération naturelle ? Et c'est les réponses à toutes ces questions que je vous propose dans cet épisode. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et je suis ravi de vous présenter ce Scientific Day partie 1 sur les courbatures. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast. Suunto, c'est les montres que j'utilise dans tous mes entraînements et mes compétitions, et plus particulièrement la Race 2 depuis sa sortie. Et aujourd'hui, avec Suunto, on vous propose de mieux comprendre les courbatures. Comme point de départ à cet épisode, je vous propose qu'on prenne la définition, qu'on parte de la définition. Quand on parle de courbature, on parle en fait de douleur musculaire à apparition retardée. C'est la définition exacte, en fait c'est la traduction exacte, parce qu'en anglais, on parle de delayed onset muscle soreness, ou DOMS. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme DOMS. En fait, les courbatures, c'est un phénomène précis, et il est important de distinguer les courbatures d'autres types de fatigue, de douleurs musculaires, voire de blessures. Depuis 2013, surtout, les courbatures, elles sont clairement définies par un consensus international, le consensus de Meller-Wolfart et al. Alors moi, je trouve ça important de se baser sur une définition qu'on va appeler consensuelle, parce que le principe d'un consensus scientifique, c'est le plus haut niveau de preuve scientifique. C'est-à-dire que n'importe quelle étude scientifique sur laquelle vous tombez qui est consensus paper, un papier consensus, c'est le plus haut niveau de preuve que vous avez. Parce que c'est différents groupes d'experts qui ont été sélectionnés, qui se sont réunis, qui ont des expertises différentes mais sur une même thématique et qui se réunissent pour tirer une conclusion globale. C'est-à-dire que c'est, à un moment donné, avec toute la littérature disponible, qu'est-ce que les meilleurs experts internationaux de la thématique décident ensemble, de manière consensuelle. Donc ça a vraiment une très grosse valeur et ce groupe d'experts, il considère que les courbatures musculaires, les DOMS, sont, je cite, des douleurs musculaires généralisées consécutives à des mouvements de décélération excentrique ou des mouvements inhabituels. Donc dans leur papier, on trouve un beau tableau avec la définition de plein de types d'atteintes musculaires comme les courbatures, des blessures, des douleurs, etc. Et dedans, dans ce tableau, on retrouve cette définition des courbatures. Autrement dit, les courbatures, elles apparaissent lorsqu'un muscle il est exposé à un effort qu'on va appeler inhabituel, et notamment lors de contractions où le muscle s'allonge sous tension, comme c'est le cas principalement lors des descentes en trail. C'est ce qu'on appelle l'excentrique. Et ce consensus d'experts, il classe les DOMS, les courbatures, parmi les troubles musculaires fonctionnels sans lésion structurale. C'est important de garder cette définition en tête parce que ça signifie déjà qu'il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une blessure. Les fibres musculaires, l'intégrité des fibres musculaires n'est pas atteinte. Les fibres ne sont pas rompues. On n'a pas, comme on l'entend souvent, cassé de la fibre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le muscle, il rentre dans un état de dysfonctionnement transitoire en réponse à un stress aigu qui a dépassé ses capacités à un moment donné. On va revenir après sur la physiopathologie exacte des courbatures et le contexte, les contextes dans lesquels elles peuvent apparaître. Dans la terminologie anglaise, il me semble vraiment important de garder en tête le premier mot, delayed. Ça insiste, ce mot, sur le fait que les courbatures n'apparaissent ni pendant, ni immédiatement après l'effort. Il y a un délai, elles se manifestent plusieurs heures plus tard, et surtout, elles atteignent leur pic, normalement les courbatures, entre 24 à 72 heures, puis elles disparaissent progressivement en 5 à 7 jours, donc environ en une semaine.
Cliniquement, les courbatures, elles sont associées à un ensemble de symptômes qui permettent de les reconnaître, d'une part, et de les dissocier d'autres atteintes musculaires. Alors, pour les caractériser, il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, des douleurs inflammatoires diffuses, une sensation de raideur, une limitation de l'amplitude articulaire, de l'amplitude de mouvement possible, une gêne, voire une douleur à la contraction volontaire, et une sensation de soulagement lorsqu'on réalise un étirement passif. Contrairement à d'autres atteintes musculaires, comme la contracture ou la déchirure musculaire par exemple, les douleurs qui accompagnent les courbatures sont assez mal localisées. Je pense que vous l'avez tous en tête, elles se manifestent pas à un point spécifique dans le muscle, à un lieu précis, mais elles sont plutôt générales, globalisées. Et ça c'est important parce que ça constitue un élément de diagnostic différentiel important. Dans leur revue de 2018, Oddfield et al. Ils confirment cette classification et ils rappellent que les courbatures correspondent à des atteintes musculaires qu'ils appellent de type 1. Autrement dit, il s'agit de douleurs sans rupture tissulaire, sans rupture de tissu. La gêne ou les douleurs, elles se manifestent principalement à la palpation ou au mouvement, mais sans altération majeure de la fonction musculaire, du fonctionnement du muscle. La gêne musculaire, elle est souvent plus marquée au repos ou dans les activités de la vie quotidienne et elle peut devenir moins importante après échauffement pendant l'exercice physique. Ça, on reviendra largement dessus dans la partie 2 de l'épisode avec mon invité. Mais ça explique pourquoi un coureur, il peut se sentir ankylosé au lever, mais retrouver des sensations acceptables, voire pouvoir réaliser un exercice physique après échauffement. C'est pas pour autant que c'est une bonne idée, ça aussi on en reparlera dans la partie 2. Ces auteurs, ils notent que parfois, la douleur, elle peut se concentrer dans la partie distale des muscles, au niveau de la jonction myotendineuse. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est une zone qui représente anatomiquement la transition entre le muscle et le tendon, puisqu'il faut le rappeler, un muscle, la partie qui se contracte, elle est toujours accrochée à deux os par le biais de tendons. Et donc, il y a cette jonction, qu'on appelle la jonction myotendineuse, c'est la zone où le muscle est relié au tendon, la partie tendineuse du corps, du complexe musculo-squelettique, du complexe muscle-tendon. Et en fait, cette zone, elle constitue un point anatomique qui serait vulnérable à cause de l'organisation des fibres musculaires dans cette zone et de la structure du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, vulgairement, c'est une matrice, c'est une enveloppe fibreuse qui entoure, soutient et relie les fibres musculaires entre elles. Ça pourrait ressembler à une espèce d'emballage autour du muscle et ça joue un rôle dans la transmission des forces et la protection du muscle. Lorsqu'on fait des contractions excentriques, par exemple en descente, cette région, elle encaisse une concentration locale élevée de contraintes mécaniques, ce qui fait que ça devient un site privilégié d'expression des courbatures, notamment chez les trailers qui font des descentes techniques un petit peu rapides. Alors comment est-ce que ça apparaît les courbatures? Leur apparition des courbatures musculaires, elle est étroitement liée aux contraintes mécaniques qui sont exercées sur le muscle lorsqu'il est soumis à un effort excentrique, c'est-à-dire lorsqu'il se contracte tout en s'allongeant. En fait, dans ce contexte où on retient l'allongement du muscle, donc notre quadriceps par exemple s'allonge et on essaie de retenir la vitesse à laquelle il s'allonge, la capacité du muscle pendant quelques instants, la force externe, la force qu'on demande au muscle, elle dépasse temporairement la capacité du muscle à générer une force opposée suffisante. Dans ce cas-là, les fibres musculaires, elles sont étirées sous tension alors qu'elles tentent de se raccourcir. Elles tentent de maintenir cet étirement. Et en fait, ça induit un stress mécanique qui est très important, beaucoup plus important que lorsque simplement elles se contractent. Mais pour autant, les courbatures, elles sont pas exclusivement causées par l'excentrique. Oddfield et al. En 2008, ils rappellent qu'elles apparaissent après un exercice inhabituel, intense ou mal maîtrisé, quelle que soit la nature des contractions musculaires sollicitées. Néanmoins, les contractions excentriques, elles restent les plus susceptibles de provoquer des courbatures en raison des niveaux de force qui sont extrêmement élevés et qu'elles génèrent au sein des fibres. Et il ne faut pas oublier que la grande majorité des mouvements sportifs, ils comportent, à des degrés divers, une composante excentrique, un moment excentrique. C'est très rare les mouvements sportifs qui sont uniquement concentriques. Par exemple, si vous faites un squat, il y a forcément une phase de descente contrôlée, donc il y a une phase d'excentrique, même si globalement l'exercice il va être perçu comme un exercice concentrique, parce que ce qui va compter le plus, c'est le moment où on contracte notre muscle. En course à pied, les épreuves sur plat, elles sollicitent également des contractions excentriques, notamment lors de la phase d'absorption du pas, juste après le contact au sol. On oublie parfois cette phase parce qu'elle est intégrée au cycle étirement-raccourcissement, mais elle existe, la phase excentrique dans la course à plat, et elle est d'autant plus marquée lorsque la vitesse de course est élevée. Bon, quoi qu'il en soit, la littérature, elle converge vers une conclusion claire. La nature excentrique du stimulus, de l'exercice, et son intensité et le niveau d'habituation du coureur conditionnent tous ensemble l'apparition des courbatures. Même à intensité modérée, un exercice nouveau qu'on n'a pas l'habitude de réaliser, il peut déclencher des courbatures. Ce que je trouve le plus intéressant à comprendre dans le contexte des courbatures, c'est pourquoi est-ce qu'elles font mal. Et il faut vraiment avoir en tête que c'est un processus multifactoriel.
Vous allez vite voir en fait qu'en réalité, les origines des courbatures, c'est pas si simple et c'est encore moins accepté unanimement au sein de la communauté scientifique. Si la littérature elle a longuement étudié les courbatures, il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées pour expliquer leur apparition et tous les chercheurs, toutes les équipes de recherche ne sont pas d'accord aujourd'hui. Depuis les années 1980, il y a plusieurs théories qui ont été proposées pour expliquer les mécanismes à l'origine des courbatures musculaires à apparition retardée, les DOMS. Dans leur revue de 2003, que je trouve passionnante sur le sujet, Chung et Al, ils identifient 6 hypothèses majeures. Certaines hypothèses ont été largement réfutées, ne sont plus du tout considérées aujourd'hui, et d'autres sont encore discutées. Mais aucune ne se suffit à elle seule à expliquer l'ensemble du phénomène. En fait, il semble beaucoup plus probable, beaucoup plus admis que les courbatures résultent d'un enchaînement complexe de processus mécaniques, biochimiques, neurologiques qui interagissent. Avant de partir là-dessus, on va essayer de comprendre ces 6 théories Avant de partir là-dessus, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces 6 théories sur les courbatures. La première théorie, c'est celle qui avait été appelée la théorie de l'acide lactique ou du lactate, parce qu'il n'y a pas d'acide lactique dans le corps humain. Tout d'abord, il a été cru que l'accumulation de lactate dans les muscles était responsable des courbatures. Or, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette substance, elle est éliminée de l'organisme en à peu près moins d'1 heure après l'exercice, alors que les courbatures, elles apparaissent plusieurs heures plus tard, avec un pic entre 24 et 72 heures. De plus, les exercices concentriques, ils génèrent plus de lactate que les exercices excentriques, et pourtant, ils provoquent moins de courbatures. Donc cette hypothèse du lactate, elle a été rejetée et aujourd'hui elle est plus considérée. Ensuite, il y a eu la théorie du spasme musculaire. Cette théorie, elle repose sur l'idée que les contractions excentriques, elles provoqueraient des spasmes musculaires réflexes après l'exercice qui entraîneraient une ischémie locale, donc un appauvrissement en oxygène dans le muscle, et une accumulation, toujours dans le muscle, de substances douloureuses. Ça créerait un espèce de cercle vicieux entre douleur et contraction involontaire. C'était assez séduisant et du coup, il y a des études qui ont été menées et les données électromyographiques qui en ont découlé de ces études, elles sont pas très concluantes. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve solide qui permet d'établir un lien entre activité électrique musculaire au repos et douleur perçue, ce qui a, au fil du temps, fragilisé cette hypothèse et l'a amené à être aujourd'hui complètement rejetée. On a également la théorie des lésions du tissu conjonctif. Comme je vous l'ai dit juste avant, le tissu conjonctif, il entoure et il relie les fibres musculaires d'un même muscle entre elles. Ce tissu, il est particulièrement sollicité lorsqu'il y a des contractions excentriques. L'hypothèse dans cette théorie, c'est que les courbatures proviendraient de micro-lésions de ce tissu conjonctif qui entoure le muscle, notamment, comme je vous l'ai dit avant, au niveau de la jonction myotendineuse entre le muscle et ses tendons. Chung et Al, en 2003, ils expliquent que des études ont révélé la présence de marqueurs urinaires de dégradation du collagène, le collagène étant un des constituants des tissus conjonctifs. Et comme ils ont vu dans les urines qu'après un effort intense avec de l'excentrique, il y avait des marqueurs urinaires de ce tissu conjonctif, ça soutient une atteinte de ces derniers. Et donc, pour l'instant, c'est une théorie qui est plutôt acceptée dans la communauté scientifique. On a également la théorie des dommages musculaires. Initialement, ça a été proposé par Al en 1902. Donc c'est une des théories qui est la plus vieille aujourd'hui, mais c'est une des celles qui est les plus résistantes et certainement une des plus admises. Elle postule que les courbatures, elles proviennent d'un endommagement des structures contractiles du muscle, donc les structures qui permettent à notre muscle de se contracter, notamment au niveau des lignes Z, qui délimitent ce qu'on appelle les sarcomères. Alors là, je vais faire une pause dans l'explication des courbatures, et ça va être la première fois que je vous en parle dans le podcast. On va zoomer un petit peu sur qu'est-ce que c'est qu'une ligne Z et qu'est-ce que c'est qu'un sarcomère, parce que c'est super intéressant. Pour comprendre cette hypothèse, il faut plonger 2 minutes dans l'architecture au niveau microscopique d'un muscle. Dans chaque muscle, imaginons votre quadriceps, il est composé de fibres musculaires. Donc c'est des espèces de gros canaux de fibres qui sont des fibres musculaires. Ces fibres musculaires, elles sont elles-mêmes constituées de myofibrilles. Donc dans un muscle, il y a plein de fibres, dans une fibre, il y a plein de myofibrilles. Et les myofibrilles, elles sont à leur tour formées d'unités contractiles, donc d'unités, de petites unités, de petits ensembles qui permettent la contraction, et ces unités de contraction, ces unités contractiles, on les appelle les sarcomères. Les sarcomères, ils sont agencés en série, les uns après les autres, en parallèle de la fibre musculaire. Donc ils sont comme ça, les uns après les autres, un petit peu comme des wagons d'un train sur un rail, en parallèle. Et quand un sarcomère se contracte, quand ils se contractent tous un à un, ils produisent tous ensemble cette espèce d'immense chaîne de wagons, cette immense chaîne de sarcomères les uns après les autres en parallèle de la fibre musculaire. Quand ils se contractent chaque sarcomère, agencé en série, ils produisent ensemble une contraction musculaire globale. À l'intérieur de chaque sarcomère, il y a plein de choses, mais il y a des filaments d'actine qui sont fins et souples et qui sont accrochés à ce qu'on appelle les lignes Z. Les filaments d'actine, ils sont en parallèle de la fibre musculaire. Les lignes Z, elles sont en perpendiculaire
perpendiculaire de la fibre musculaire. Alors, sur l'article qui est associé à cet épisode, où vous retrouvez toutes les références que je cite, il y a également des schémas qui présentent comment c'est fait un sarcomère dans une fibre musculaire. Et il y a également d'autres filaments, les filaments de myosine, qui sont plus épais et qui sont munis de ce qu'on appelle des têtes motrices et qui sont ancrés à d'autres lignes qu'on appelle les lignes M, qui sont elles au centre des sarcomères et qui sont elles aussi en perpendiculaire. Donc on a la ligne Z en perpendiculaire du muscle, sur lequel il y a les filaments d'actine, la ligne M qui est elle aussi en perpendiculaire de la fibre musculaire, sur lesquels il y a les filaments de myosine et qui ont des têtes motrices. Quand on fait une contraction classique, les têtes de myosine, elles accrochent les filaments d'actine et elles les tirent vers le centre du sarcomère. Ainsi, elles rapprochent la ligne Z de la ligne M par coulissement. Et évidemment, elle rapproche également la ligne Z d'une autre ligne Z, parce que les lignes Z sont à chaque extrémité du sarcomère. Un sarcomère, ça va d'une ligne Z à une autre ligne Z, avec une ligne M au milieu, et du coup, quand ça se contracte, il y a forcément une ligne Z qui se rapproche d'une ligne M, mais il y a également les deux lignes Z qui se rapprochent les unes des autres. Et tout ça, ça produit un raccourcissement de la fibre musculaire, donc du muscle. Parce que nos filaments, ils ont tiré sur une autre fibre, et ils les ont rapprochés du milieu, ça fait un coulissement, et le sarcomère se contracte. Mais quand on fait une contraction excentrique, donc par exemple en descente en trail, le schéma il est inversé. Le muscle, il fait l'inverse. Il est contraint de s'allonger sous tension pour ralentir l'allongement. Dans ce cas-là, les têtes de myosine, elles font plus se rapprocher des lignes Z, mais leurs petites têtes accrochées à des filaments d'actine, elles essayent de résister à l'éloignement des filaments d'actine, donc elles essayent de résister au recul des lignes Z, à l'écartement des filaments qu'elles tentent de retenir. Cette situation, elle impose une charge mécanique sur les lignes Z qui est énorme et qui peut provoquer leur distension, leur désorganisation, voire leur rupture partielle, ce qui entraîne une rupture, une perte d'intégrité du sarcomère lui-même. Alors l'avantage, c'est qu'on en a des milliers de sarcomères dans un muscle, donc s'il y a un sarcomère qui est abîmé, vous avez abîmé un maillon de la chaîne, les sarcomères ils sont tous accrochés les uns aux autres, la ligne Z de l'un elle est endommagée, on peut quand même encore tirer dessus même si elle est endommagée, ça fait mal, mais on peut tirer dessus. Le maillon, il est endommagé. Et puis dans votre chaîne, il y a plein de maillons, donc il y a peut-être un maillon qui est endommagé, mais il y a encore plein de maillons, donc le muscle, il peut encore fonctionner. Mais ça fait mal et c'est douloureux. Donc tout ça, c'est ce que la théorie des dommages musculaires, elle propose. Et aujourd'hui, c'est une des théories les plus acceptées. On a également la théorie inflammatoire. C'est une autre des théories les plus robustes à ce jour et elle repose sur l'idée d'une réponse inflammatoire locale, localisée dans les heures qui suivent un effort musculaire inhabituel ou excentrique. En fait, après l'effort, on observe une arrivée de plein de métabolites, donc de plein d'organismes qui sont naturels, dont les neutrophiles, les macrophages, les prostaglandines, les cytokines, et bref, plein de médiateurs chimiques. On s'en moque un petit peu de ce qu'elles font, c'est pas le but de l'épisode aujourd'hui. Et toutes ces substances, en arrivant parce qu'il y a eu des dommages musculaires, par exemple, elles vont provoquer un œdème dans le muscle. Donc on va avoir du liquide, le muscle va gonfler, et on peut le voir d'ailleurs directement quand un muscle, on a des courbatures, généralement on peut observer que le muscle a un peu gonflé. On peut même le mesurer avec un mètre ruban, on peut mesurer le diamètre, et normalement par rapport à un moment où on n'a pas de courbature, on va voir qu'il y a un gonflement du muscle. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que cet œdème, il augmente la pression à l'intérieur du muscle, et ça sensibilise des terminaisons nerveuses qu'on appelle nociceptives. C'est les terminaisons nerveuses qui sont responsables des sensations de douleur. Donc ça les sensibilise, donc on aurait des douleurs. Ce processus-là d'inflammation, il est partiellement décalé dans le temps. En tout cas, c'est ce qui a été observé, et ça correspond bien à la temporalité des courbatures, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une des théories les plus acceptées également. On a également la théorie enzymatique. C'est une hypothèse qui repose sur l'idée que les lésions initiales, donc par exemple les lésions des lignes Z, elles augmentent la perméabilité de la membrane du muscle. En fait, ça c'est intéressant, ça veut dire que notre muscle il est en partie imperméable et quand il y a eu des dommages musculaires, il est moins imperméable et il y a plus de choses qui peuvent passer à l'intérieur du muscle, peut-être même des choses qui ne devraient pas y être. En fait, cette perméabilité du muscle augmentée, elle laisserait entrer une grande quantité de calcium dans la cellule musculaire. Ce calcium, il active des enzymes qui ont pour objectif de détruire des protéines. Ces dernières, en arrivant dans le muscle, elles vont dégrader des protéines qui sont essentielles au muscle, qui sont elles-mêmes constituantes de la ligne Z. Et du coup, ce mécanisme, en réponse à cause de l'augmentation de la perméabilité, il participe à la désorganisation du sarcomère, mais aussi à l'entretien de l'inflammation locale. Donc cette théorie, elle vient compléter les 2 ou 3 théories précédentes en expliquant le lien entre endommagement initial et la persistance du symptôme, parce qu'en fait, elle suppose l'idée de rupture d'un équilibre à cause de l'augmentation de la perméabilité du muscle,
Rupture d'équilibre qu'il est difficile de retrouver par la suite. Faut garder à l'esprit qu'aucune de ces 6 théories n'est suffisante pour comprendre entièrement les courbatures. La revue de Chung-Gal en 2003 et celle de Haute-Fidel en 2018, ils soulignent tous les deux que les courbatures, elles peuvent pas être expliquées par un seul mécanisme tant la quantité de phénomènes qui se passent quand on a des courbatures, elle est énorme. Pour eux, il s'agit plutôt d'un enchaînement d'événements mécaniques, puis inflammatoires, puis enzymatiques qui interagissent dans le temps. Et le point de départ de tous ces processus, c'est une contrainte mécanique excessive sur la fibre musculaire. En fait, dans l'ordre des choses, les efforts excentriques qui provoquent des micro-lésions au sein des fibres musculaires, en particulier au niveau des lignes Z. Ces dommages, ils affectent également les tissus conjonctifs qui entourent les fibres. Ces agressions mécaniques, elles initient une réaction inflammatoire qui est localisée. Quelques heures après l'effort, il y a donc des métabolites qui augmentent dans la circulation et migrent vers les zones qui sont lésées, les zones qui sont abîmées. Leur présence, à leur tour, elle déclenche le recrutement d'autres cellules qui libèrent des molécules pro-inflammatoires, qui favorisent l'inflammation, qui à leur tour sensibilisent les terminaisons nerveuses et font une réaction d'œdème. En parallèle, à cause de l'inflammation et de cet œdème, il y a une élévation globale de la température et une augmentation de la pression intracellulaire qui active les nocicepteurs musculaires, donc on a des douleurs. Et enfin, les lésions musculaires, elles favorisent une entrée excessive de différentes cellules dans le muscle, dont le calcium, qui lui, à son tour, active des enzymes qui dégradent des protéines musculaires, comme les lignes Z qui sont elles-mêmes déjà endommagées. Cette dégradation, elle altère encore plus la structure et la fonction musculaire, ce qui réduit la capacité à générer de la force, à contracter le muscle. Ça libère encore d'autres débris cellulaires qui alimentent l'inflammation. Bref, vous avez compris, c'est quand même une cascade d'événements. Alors si récemment, Wilk et Behringer en 2021, ils proposent de recentrer le regard de la science vers le tissu conjonctif, qui pour eux semble extrêmement important, il semble plutôt qu'aujourd'hui, la plupart des auteurs s'accordent à dire que ces interactions, ces réactions en chaîne sont les plus crédibles pour expliquer les courbatures. Et qu'on est bien sur un ensemble de phénomènes qui se déclenchent et s'auto-alimentent pendant une période jusqu'à ce que les tissus et l'inflammation et l'œdème et au niveau enzymatique, la perméabilité du muscle soient rétablis et retrouver un équilibre. Bon, avant d'évoquer comment éviter les courbatures, j'aimerais vous parler de Wise, partenaire de la saison 2 du podcast Courir Mieux. Wise, c'est un équipementier spécialisé dans le matériel de trail et d'ultra, avec aux manettes des passionnés et pratiquants qui cherchent chaque jour à développer des produits innovants, durables, fiables, qui répondent à nos besoins sur les sentiers. Et comme les ultra trails, c'est un bon contexte pour parler de courbatures, j'ai directement pensé dans cet épisode à leur short, Sherpa Max, qui propose 1,8 litres de rangement pour seulement 120 grammes. C'est un produit que moi j'adore parce qu'avec ses 6 poches de différents volumes, dont 2 sur les cuisses, il peut suffire à lui-même, ou alors il peut venir compléter un sac pour les aventures les plus longues. C'est un produit que j'utilise régulièrement. Pour le découvrir, je vous invite à utiliser le lien qui est présent en description. Et maintenant, je vous propose de revenir à comment prévenir les courbatures. Si les courbatures, elles font partie intégrante des adaptations musculaires au stress mécanique, il y a plusieurs leviers qui permettent de réduire leur intensité, en particulier lorsqu'on prépare une course avec beaucoup de dénivelé négatif. Sans surprise, la stratégie la plus efficace qu'on connaît à ce jour est largement documentée, c'est ce qu'on appelle le Repeated Boot Effect, qui est aussi appelé l'effet protecteur. Je vous en avais parlé dans l'épisode sur les descentes en trail avec entre autres Bastien Bontemps, que vous retrouverez en ligne. En résumé, ce phénomène il propose que le muscle, après avoir été exposé à un effort inhabituel ou intense, par exemple excentrique, il devient plus résistant aux dommages lorsqu'il y a la même sollicitation ou des sollicitations similaires qui vont suivre. Alors c'est un effet qui est protecteur, robuste, spécifique au type d'exercice qui est réalisé et qui peut durer plusieurs semaines. On déclenche cet effet protecteur avec, par exemple, les week-end shocks, dont je vous avais parlé également dans les épisodes avec Guillaume Millet et moi tout seul il n'y a pas longtemps, ou encore avec les séances qu'on appelle les séances télécabine, où on va faire que du dénivelé négatif. Concrètement, une première séance de dénivelé négatif ou de musculation en excentrique, elle va provoquer des courbatures. Après récupération, les séances suivantes, et elles vont générer à leur tour moins de douleurs, moins de dommages à charge équivalente. Ce processus y repose sur plein de mécanismes, dont parmi lesquels on retrouve la réorganisation des structures musculaires, l'amélioration de la coordination neuromusculaire, la réduction de la réponse inflammatoire et une répartition plus homogène des contraintes mécaniques dans le muscle. Ces phénomènes ils sont très bien décrits par Bontemps et Hall dans leur excellente revue de 2020. Il existe également d'autres stratégies qu'on va appeler complémentaires parce qu'elles ont quand même moins d'effet, mais qui peuvent également légèrement moduler la réponse du muscle à l'effort. Parmi elles, on retrouve l'échauffement par vibration, qui permettrait de réduire la douleur perçue et les marqueurs de dommages musculaires lorsqu'il est pratiqué
pratiqué avant un exercice excentrique. Cet effet, il serait surtout lié à une meilleure activation neuromusculaire en amont de l'effort. C'est par exemple ce que des travaux comme l'étude de Aminian Far et al. A montré en 2011. Il y a évidemment la gestion de la charge d'entraînement, donc la progressivité dans le volume, dans l'intensité, dans la planification des récupérations. C'est essentiel surtout chez les coureurs qui sont peu expérimentés ou en phase de reprise. C'est ce que met en avant Liang Gal en 2020. Par exemple, typiquement, si vous faites une saison d'hiver avec très peu de course à pied, vous allez avoir beaucoup de courbatures à la reprise. L'hydratation et l'apport énergétique, ils semblent secondaires, ils joueraient un rôle de soutien. Ça aussi, c'est Liang Gal qui le soutiennent, mais ils mettent en avant qu'il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Un muscle bien hydraté et bien alimenté, il serait plus résilient à la contrainte mécanique, donc il y aurait peut-être une moindre réponse inflammatoire, mais c'est très balbutiant et c'est pas là que se trouve la plus grande protection, la plus grande stratégie à adopter pour protéger les courbatures. On sait par contre qu'il y a des choses qui fonctionnent pas du tout, comme par exemple, pour prévenir les courbatures, comme par exemple les étirements passifs avant l'effort, la stimulation électrique musculaire en pré-exercice. Bref, tout ça, ça semble pas avoir d'effet sur les courbatures et il y a plusieurs travaux sur le sujet comme Wigianto et Augustianti en 2022 ou Menezes et al. En 2022. Je vous propose maintenant de faire un petit crochet par comment soulager les courbatures en trail. Alors par le passé, je vous ai déjà fait des épisodes sur la récupération où on parlait entre autres des courbatures. Je vous invite à réécouter l'épisode avec Olivier Dupuis qui a été réalisé en 2024 parce que c'est un des chercheurs aujourd'hui les plus calés, les plus expérimentés sur le sujet. Tout ce que je vais vous dire par la suite, là, c'est juste un rappel de cet épisode que je vais essayer de réaliser de manière succincte et condensée. Mais si vous voulez plus d'infos, je vous renvoie soit à ces épisodes, soit à l'excellente méta-analyse de Dupuis et al. En 2020, ou encore à la revue de littérature de Hayes et al. En 2019. Tout d'abord, il y a tout ce qui va concerner les bains froids et chauds. On sait que l'immersion en eau froide, ça provoque une vasoconstriction qui diminue la température des tissus et réduit la perfusion musculaire. Donc ça peut limiter l'inflammation et faciliter l'évacuation des déchets. Ça a également un effet antalgique, le froid, donc ça va réduire la transmission des signaux douloureux. Par contre, le froid, ça peut aussi ralentir certains processus de récupération objectifs en réduisant par exemple temporairement l'apport en oxygène et en nutriments et en bloquant l'inflammation qui elle-même est nécessaire parce qu'elle est à l'origine des processus adaptatifs. Donc si le froid, ça améliore les sensations, ça peut retarder la réelle récupération, donc c'est un outil à utiliser ponctuellement en phase aiguë pour gérer des douleurs qui sont trop inacceptables, mais pour moi, c'est plutôt à mettre de côté, surtout dans des phases d'entraînement et de préparation à la compétition. Concernant la cryothérapie corps entier, c'est peut-être populaire chez les sportifs, elle partage les mêmes objectifs que l'eau froide, mais aujourd'hui les données scientifiques elles restent très limitées, les résultats très variables et il n'y a quasiment rien qui laisse entendre que la cryothérapie corps entier sera efficace pour améliorer la récupération et encore moins celle de récupération au niveau musculaire. Donc moi, je la mettrais également plutôt de côté. Concernant la chaleur, c'est souvent utilisé en rééducation, mais son usage immédiat après l'effort, il est assez controversé. En fait, ça pourrait amplifier l'inflammation. En revanche, 48 à 72 heures après, ça peut favoriser la circulation, l'apport en nutriments, donc soutenir la récupération. Il y a quelques études qui vont dans ce sens-là, mais il n'y a pas grand-chose qui est drastiquement favorable à l'utilisation des bains chauds, en tout cas de ce que j'ai regardé dans la littérature. Alors ensuite, il y a tout ce qui va concerner la compression. Si on sait que la compression, l'usage pendant l'effort, ça a peu d'effets systématiques sur la performance et les courbatures. Ça a des effets, par exemple, sur la réduction des vibrations musculaires, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Dans le cadre de la récupération, la compression, elle est largement documentée. Et là, on a des vrais effets. Typiquement, la méta-analyse de Hill et al. En 2014, elle montre une réduction significative des courbatures chez les participants qui ont porté des vêtements compressifs après l'exercice, comparé à une récupération passive sans compressif. L'effet, il est modéré, mais il est significatif, avec des bénéfices maximaux observés autour de 48 heures après l'exercice, c'est-à-dire au pic habituel de douleurs liées aux courbatures. Ces effets, ils étaient consistants entre différents types d'exercices, en résistance ou en endurance, et ils pouvaient s'étendre jusqu'à 96 heures post-effort. Donc c'est des effets qui sont assez robustes. Les mécanismes précis sont encore discutés, mais par contre les effets, ils sont là, ils sont optimaux, et il faut juste garder en tête, je vous en parlais dans les épisodes sur la compression et dans l'article disponible là-dessus, qu'il faut certaines pressions, certaines durées de port. Donc la compression, c'est pas utilisé n'importe comment. Je vous fais quand même un petit crochet par ceux que moi j'utilise, parce que ça fait quand même vraiment longtemps que j'utilise ces éléments compressifs. Il y en a deux que j'utilise beaucoup moi, parce que je sais que le gradient de compression il a été testé et que j'ai l'habitude de les utiliser et que personnellement je sens vraiment des sensations. Je pense que c'est des bas de compression que j'utilise 2 à 3 fois par semaine, quasiment toute l'année. C'est les full legs alors là j'ai la V2 en main, mais jusqu'à il y a pas longtemps j'avais la V1 et bref V1 ou V2, moi j'ai utilisé ça, je pense que ça fait 3 ans que je les utilise et je suis vraiment adepte de la compression en récupération.
récupération. C'est des bas de compression, donc ils prennent la jambe entière. Je les utilise pendant 6 à 8 heures à peu près. Et donc ça, voilà, c'est le premier outil que moi je recommande généralement quand des personnes veulent se tourner vers de la compression. Et la deuxième chose que j'utilise aussi, c'est des demi-compressions, c'est-à-dire des vêtements compressifs, des chaussettes avec le mollet. Là aussi, Compressport, c'est les full socks, si je dis pas de bêtises. Ce que je vous ai montré avant, c'est les full legs, et ça, c'est les full socks. Typiquement, là aussi, le gradient de compression, il est contrôlé, on peut le retrouver. Ça fait parmi de ceux identifiés dans la littérature comme efficaces. Et c'est l'autre type de récupération, d'outils de récupération que moi, je peux utiliser pour de la compression. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça permet d'être porté longtemps. Et la méta-analyse, elle le montre qu'en fait, la compression, c'est efficace quand on l'utilise pendant une certaine durée. Et là, typiquement, avec des chaussettes ou des jambes entières, on peut les porter longtemps, contrairement à ce dont je vais vous parler dans un instant. Parce qu'il y a d'autres formes de compression qui existent, comme ce qui s'est développé il y a pas longtemps, à savoir les compressions intermittentes, les systèmes de compression pneumatiques. En fait, ça applique des pressions séquentielles, rythmées, qui visent à stimuler le retour nerveux. Ça peut améliorer très transitoirement la fonction vasculaire dans les membres sollicités. Mais les premières études sur le sujet, elles sont pas favorables en grande partie parce que la durée de port, la durée d'utilisation, elle est pas suffisante. Dans les méta-analyses, ils disent que pour que la compression soit efficace, il faut au moins 4, 6, 8 heures de port. Et là, dans les compressions pneumatiques, comme on peut pas bouger, on les utilise rarement aussi longtemps. Après, il y a tout ce qu'on appelle la récupération active et les thérapies physiques, comme les exercices légers, les étirements, les foam rolling, les massages ou encore l'électrostimulation qui sont fréquemment utilisés pour atténuer les courbatures. Mais leur efficacité, elle est assez modérée et très transitoire, c'est-à-dire que pendant quelques instants, avec des résultats variables selon les modalités. Par exemple, un effort léger pendant la phase douloureuse, ça peut soulager temporairement la gêne, probablement parce que ça améliore la perfusion sanguine locale, l'élimination de composés pro-inflammatoires ou la libération d'endorphines. Mais en fait, ça a des effets uniquement à court terme. Et les études, elles montrent des résultats hétérogènes sur le long terme, avec certains protocoles qui montrent qu'il n'y a quasiment aucun effet sur la réelle récupération. Pour les étirements, c'est assez pareil. On remarque des méta-analyses qui concluent à l'absence d'effets notables, que ce soit avant ou après l'effort. Donc pour moi, c'est plutôt à mettre de côté. Le massage post-effort, ça ressort comme une des méthodes les plus efficaces pour réduire les courbatures ou en tout cas réduire les douleurs associées aux courbatures. Alors ça agit par stimulation du système parasympathique, augmentation du flux sanguin, modulation de la perception de la douleur. La revue systématique de Popandiek en 2016, elle le montre bien et elle conclut à une réduction significative des douleurs musculaires associées aux courbatures. Donc les massages ne vont pas aider votre muscle à se réparer plus vite, par contre il y a moins de douleur. Et les massages, ils seraient accompagnés d'une amélioration modeste de la force et une diminution des marqueurs de dommages musculaires réels. Donc ça aurait une petite efficacité, mais les auteurs, ils observaient une grande variabilité en fonction des protocoles et des techniques de massage utilisées. Donc ça pose encore des questions sur la généralisation de ces résultats. Pour le massage en foam rolling, pareil, les études, elles semblent dire qu'il ne se passe pas grand-chose et qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Il y a certains éléments qui sont intéressants à observer du côté de la nutrition. Par exemple, dans le traitement des courbatures, donc des DOMS, il y a plusieurs stratégies nutritionnelles qui peuvent aider. Alors les effets, ils sont souvent modestes, parfois controversés et dépendent beaucoup du dosage et du timing. J'essaie de vous résumer ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans la littérature. Tout d'abord, la supplémentation en protéines, elle est utilisée pour soutenir la récupération musculaire après un exercice. Et il y a plusieurs études qui montrent que lorsqu'elle est consommée à des doses suffisantes, c'est-à-dire des protéines au-delà de 1,6 g par kilo de poids de corps et par jour, elle peut réduire significativement les courbatures musculaires et aider à la récupération, aider au retour de la force musculaire. Ce serait encore plus efficace si on ajoute des oméga 3 aux protéines. Il y a également la consommation de BCAA qui a été avancée dans la littérature, donc leucine, isoleucine et valine, qui sont des acides aminés essentiels. Et leurs effets sur les courbatures, ils dépendraient de 3 paramètres. Une dose suffisante, c'est-à-dire plus que 200 mg par kilo de poids de corps et par jour. Une prise également avant l'exercice et une durée prolongée de supplémentation, c'est-à-dire plus de 10 jours. Les effets ils seraient modérés mais existants et ils pourraient aider à moduler l'inflammation et à la récupération musculaire. La caféine aussi, elle aurait certains effets sur la réduction de la douleur perçue après un effort grâce à un mécanisme analgésique central. On a également un effet, je vous l'ai dit, des oméga 3 qui sera à consommer au moins à 1,8 à 3 grammes par jour pour réduire l'inflammation et la douleur musculaire. On aurait également quelques effets d'antioxydants naturels comme la curcumine, le jus de cerise, la bromélaïne qui sont étudiés avec des effets qui sont peut-être existant, mais vraiment modeste. En tout cas, c'est ce que souligne Beba et al. En 2020. Et il y a également des cas où une ingestion excessive pourrait retarder l'adaptation musculaire en bloquant certaines voies pro-inflammatoires utiles, comme c'est le cas dans le froid. Donc pour moi, c'est vraiment des supplémentations qui sont utilisées avec parcimonie, d'une part parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'effets, et d'autre part parce qu'elles peuvent avoir des effets délétères. Voilà tout ce qu'on sait sur comment récupérer de courbatures. Et avant de conclure, je vous propose de faire un crochet par la rubrique Gollum et la lumière sûre.
Alors vous savez, Gollum, c'est un partenaire de la saison 2 du podcast Courir Mieux. Pour chaque épisode, on ouvre sur Instagram de Gollum et de Courir Mieux, on ouvre une boîte à questions où vous pouvez poser vos questions et j'en sélectionne généralement une à laquelle je réponds, moi ou mon invité, dans l'épisode. Cette semaine, j'en ai sélectionné 2 qui étaient très similaires. C'était est-ce que boire suffisamment d'eau après un run permet de prévenir les courbatures et est-ce que les protéines consommées pendant un ultra, elles permettent de prévenir les courbatures. En fait, dans les 2 cas, ma réponse, elle est très similaire. Je pense que cet épisode, il vous a déjà donné en partie la réponse. Il faut comprendre que les courbatures, à la base, ça part d'un phénomène mécanique qui est lié à comment les fibres se contractent, à l'effort mécanique qu'on demande au niveau des fibres musculaires et au niveau des sarcomères. Donc en fait, pour prévenir les courbatures et les éviter, la réponse, elle se trouve pas dans ce qu'on va manger à l'effort. Et d'ailleurs, les études sur le sujet, elles sont très balbutiantes. Je vous l'ai dit avant, elles ont pas l'air de montrer beaucoup d'effets. La réponse à comment prévenir les courbatures, elle se trouve dans à quel point est-ce que notre muscle est capable d'encaisser cette contrainte mécanique et à quel point est-ce qu'on maltraite notre muscle pendant la séance. Ça, c'est la première chose. Donc, par exemple, l'eau qu'on ingère ou des protéines qu'on ingère, elles ne rentrent pas en compte dans à quel point les tensions musculaires sont élevées sur notre muscle et à quel point, dans la situation, notre muscle est fort. Elles sont peut-être utiles en récupération, les protéines, et l'eau, mais pas pendant l'effort. Et il faut également garder en tête toujours que la récupération, c'est très différent de l'effort. Pendant qu'on court, pendant qu'on réalise un effort sportif, un exercice physique, on ne récupère pas. Il n'y a absolument aucun phénomène de récupération pendant qu'on produit un effort. Pendant qu'on court, notre métabolisme, il est 100% orienté vers produire un effort. Je vous l'ai dit dans l'épisode, on en parle depuis tout à l'heure, la récupération des courbatures, ça prend des jours et des jours. Et vous le savez vous-même, c'est 5 à 7 jours après leur apparition. Donc pendant l'exercice, les courbatures ne sont pas apparues. Deuxièmement, le temps de récupération, il est extrêmement long, beaucoup plus long qu'un ultra trail. Donc croire que manger quelque chose, comme par exemple manger des protéines pendant qu'on court, ça va limiter un phénomène mécanique ou réparer les courbatures, c'est d'une part mal comprendre la cause des courbatures, c'est penser qu'il y a dans les courbatures à l'origine autre chose que les contraintes mécaniques, alors que c'est pas le cas, et d'autre part, c'est mal comprendre comment opère la récupération. Et d'ailleurs, on le sait, si vous prenez un seul shaker de protéines, vous ajoutez des protéines une seule fois après votre séance, ça a aucun effet. Les études qui ont montré que les protéines, elles ont des effets sur la récupération des courbatures, c'est des supplémentations pendant plusieurs jours de la semaine, et plusieurs fois par jour. Donc, pour moi, alors l'hydratation peut-être, parce que c'est important, il faut pas être sous-hydraté, mais il n'y a pas grand-chose dans la littérature qui laisse entendre que ça fonctionnera. Mais la croyance populaire que consommer des protéines pendant l'effort, ça va limiter les courbatures, celle-là, elle est complètement erronée. Les courbatures, c'est un phénomène mécanique, c'est pas du tout un phénomène lié à la nutrition sportive. Et si les protéines vont vous aider à récupérer, si vous en consommez assez plusieurs fois pendant la phase de récupération des courbatures qui durent 5 à 7 jours, ça aura aucun effet d'en prendre pendant même un ultra trail sur l'apparition des courbatures, sur leur ampleur et sur à quel point vous allez endommager vos muscles pendant l'effort. En tout cas, c'est aujourd'hui ce que la littérature laisse entendre. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode sur les courbatures en trail. Je remercie tout d'abord For Endurance, partenaire de cette saison 2 du podcast Courir Mieux. For Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques pour les sports d'endurance et la plupart sont composés en respectant la littérature scientifique. C'est pour ça que je les ai choisis pour m'accompagner et en tant que partenaire du podcast. On vient de le dire, pour aider les courbatures à se résorber, on peut augmenter ses apports en protéines. Aussi, je vous invite à découvrir leur nouvelle protéine végétale goût chocolat. Avec 25 grammes de protéines par dose, c'est un moyen facile d'augmenter ses apports avec 1 ou 2 shakers par jour et donc aider la récupération au niveau musculaire. Pour découvrir ce produit, vous pouvez utiliser le lien présent en description de l'épisode. Je remercie aussi les 3 autres partenaires de cette saison 2, Gollum, Suunto et Wise. En description, vous trouverez d'ailleurs des codes promo pour la plupart d'entre eux. N'hésitez pas à les utiliser sur vos prochaines commandes. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner et à noter le podcast, ça l'aide énormément. La semaine prochaine, on se retrouve pour la partie 2 de cet épisode sur les courbatures, parce que Vincent Martin, chercheur en physiologie de l'exercice, travaille justement sur cette thématique depuis des années. Et il a en main une immense quantité d'outils pour nous aider à reconnaître, prévenir et traiter les courbatures et donc devenir plus fort. Je vous dis donc à très bientôt, et d'ici là n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.